Bonjour, bienvenue à tous dans un hémicycle qui affiche complet avec une forte charge émotive. Christophe Marie-Joseph Dabiré a parlé. Il a décliné sa feuille de route en 5 axes. Le devoir de relever les défis sécuritaires, l'exigence de pallier l'effritement de la cohésion sociale, l'obligation d'instaurer une gouvernance plus vertueuse, la nécessité de renforcer le développement du capital humain et puis la volonté de dynamiser l'économie nationale. Un diagnostic, des larmes et à la clé, le hockey des parlementaires pour que Christophe Marie-Joseph Dabiré poursuive sa mission en tant que chef de l'exécutif burkinabé. Sur ce 13h spécial, donc, 3 invités, l'exercice constitutionnel, donc, l'émotion, mais au-delà de l'émotion, donc, il y a le fond de cette PDG, de cette déclaration de politique générale. Que dire, que retenir sur ce plateau? Idrissa Ouedraogo, il est expert en communication. Bonjour. Bonjour. Avec nous également, Siaka Koulibaly, analyste politique. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Et puis Lionel Bilgo, également analyste politique. Merci d'être là sur ce plateau. Tout de suite, nous allons suivre l'ambiance hier du côté de l'Assemblée nationale avec Luc Pabelgem. Que nous contribuons comme instrument à changer la réalité dans le sens profond de notre rêve de prospérité. L'instant est empreint d'émotion. Le Premier ministre, à un quart de page de la fin de sa déclaration de politique générale, fond en larmes. Le chef de l'exécutif insiste pour terminer son discours de 25 pages, mais est invité à s'asseoir par le Premier ministre afin de reprendre ses esprits. Je légué aux générations futures un Burkinabé. Monsieur le Premier ministre, nous avons le document avec nous. Je voudrais vous demander. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je suis le maître ici. Je vous ordonne d'aller vous asseoir. Rarement à l'hémicycle, une telle scène s'est produite à la majorité, on comprend. Je pense que le Premier ministre, comme il l'a dit lui-même, et comme beaucoup d'entre nous, les députés, l'avons constaté, il s'agit plus de l'émotion, parce qu'il était non seulement à la fin de son discours, et il était sur un chapitre qui lui paraissait certainement important, puisque c'était le chapitre de la réconciliation nationale, le chapitre de la cohésion. Je pense que le Premier ministre a certainement, pendant une heure et demie, n'a pas pu retenir son émotion, et puis bon, a dû véritablement se fondre, nous donner quelques larmes. Mais je pense qu'il a communié avec la plénière de l'Assemblée. Vous avez suivi la suite, nous avons tous communié. Mais à l'opposition, on craint. L'homme est-il à la hauteur de la situation? Moi, je pense qu'effectivement, il était émotionnel. Et bon, j'ai l'impression aussi que je ne sens pas bien. Parce que peut-être qu'il a des problèmes de santé. Bon, je comprends qu'il est âgé, il a 71 ans, un peu plus, suivi de l'émotion et puis peut-être d'une détérioration peut-être de son état de santé. Et bon, c'est dommage qu'on n'a pas pu suivre le discours jusqu'à la fin. Mais bon, moi je lui souhaite meilleure santé et bon rétablissement et qu'il puisse garder ses émotions parce que la gestion du pouvoir n'est pas facile. Actuellement, il porte un fardeau et ce n'est pas au combat, par exemple, que tu vas pleurer, laisser les soldats derrière quand tu es capitaine. Donc il faut supporter et conduire les troupes. C'est ça aussi la responsabilité au sommet de l'État. Loin de se laisser abattre, Christophe Joseph Marie Dabiré revient avec plus d'énergie et convainc les députés. Vous savez, je voudrais vous rassurer sur certains points. Premièrement, le caractère entier de ma prestation ne tient pas à mon âge. C'est l'éducation. J'ai toujours été entier dans ce que je fais, j'ai toujours dit la vérité quand il fallait le dire. Mon prédécesseur avait certainement décliné un certain nombre d'axes. Il a essayé d'avancer. Je viens aujourd'hui continuer le travail qu'il a commencé. C'est ce qu'on appelle la course de relais. Chacun court et celui qui vient essaie de courir mieux pour que le relais arrive à destination. Je suis
convaincu que le député qui a parlé des déclarations de politique générale se ressemble. J'ai lu quelque part qu'il avait fait un rêve, que le président Roch l'avait appelé pour lui proposer d'être Premier ministre. Je suis sûr que si son rêve avait été réalisé, sa déclaration de politique générale aurait été identique à la mienne. Ainsi, le Premier ministre Dabiré a respecté l'article 63 de la Constitution qui stipule que dans les 30 jours suivant sa nomination, il fait une déclaration de politique générale. Son adoption vaut investiture. Les groupes parlementaires MPP, Burkindim ont donné leur quitus. Les groupes CDP et PJRN se sont abstenus. Le groupe RD n'a pas donné de consigne de vote et l'UPC a voté contre, ce qui a donné 84 voix pour, 19 contre, 23 abstentions et un bulletin nul. Christophe Marie Joseph Dabiré a carte blanche pour dérouler sa feuille de route à la tête de l'exécutif burkinabé. Lutter contre l'insécurité, le terrorisme en comptant sur tous les Burkinabés, lutter contre la mauvaise gouvernance et restaurer la cohésion sociale, ce sont là les axes majeurs autour desquels il compte mener sa mission à bon port. Les réactions à présent des Ouagalais, nos équipes étaient ce matin dans les rues de la capitale burkinabé. Il n'y a jamais eu, selon moi, il n'y a jamais eu de larmes de crocodile. Il n'y a jamais eu de larmes de crocodile. Pourquoi j'ai... Bon, en fait, là, il pouvait ne pas pleurer. Il pouvait ne pas pleurer, j'ai tenu vraiment sur eux. Et puis bon, les gens vont penser que non, comme bon, il n'a pas pleuré ou quoi, il pourrait. Mais si à son âge, son excellence, monsieur le Premier ministre, à son âge, s'il pleure là, c'est que les larmes, ça veut dire beaucoup de choses, ça signifie beaucoup de choses. Vu les circonstances à l'heure actuelle et par son passé qu'il a vécu, c'est ça qui lui a fait couler des larmes. Il se demande comment, au moins, il pourrait réussir à ce problème-là. Mais nous l'encourageons parce que je sais que ce sont des émotions qui l'ont fait couler de larmes et qu'il est à la hauteur pour continuer au moins son travail. Nous le souhaitons bon vent pour qu'il puisse effacer, que Dieu l'aide pour qu'il puisse effacer ses larmes. Et lorsqu'il a coulé des larmes, ces larmes sont très profondes. Oui, parce que ce pays a besoin d'une vraie cohésion pour que tous les citoyens puissent vraiment vivre en paix. Tout ce que j'ai remarqué, c'est les larmes qu'il a coulées, qui montrent vraiment que lui-même, il voit que le travail lui dépasse. Et bon, quand il prend conscience que le travail lui dépasse, puis ce n'est pas une histoire d'émotion, mais c'est le SARS qui voit que vraiment le peuple a besoin de ça et ça et ça. Et comment faire pour rendre cela, ce qui ne serait pas facile, c'est ce qui lui a mené à couler des larmes. Pour moi, ce ne sont pas d'émotions. Et vu avec son âge, vous avez remarqué qu'à un certain moment, il a été pris par l'émotion, il a versé quelques gouttes de larmes. Et c'est pour appeler tous les Burkinabés à l'unisson. Qu'on sache qu'on n'a qu'un seul pays. Aujourd'hui, c'est ce qu'on constate au Burkina. Ils sont préoccupés de leur politique, comment ils vont faire pour être élus prochainement, que d'aider la jeunesse. Donc ça ne sert à rien de dire que non, le Premier ministre est passé, la jeunesse burkinabé, ça ne nous intéresse pas trop que le Premier ministre passe à l'Assemblée ou qu'il ne passe pas, parce que le résultat serait toujours la même. Parce que quand tu vois la jeunesse aujourd'hui, on dit que la jeunesse ne fait rien, mais ce n'est pas la faute à la jeunesse, parce que aujourd'hui, la jeunesse a abandonné. Mais moi, selon moi, ce n'est pas le Premier ministre qui peut changer quelque chose. Il faut que tout change depuis la tête jusqu'au Premier ministre. Le Premier ministre n'est que chef d'exécutif. Ce n'est pas lui qui décide. On décide pour lui et puis lui, il l'applique. Voilà pour ce qui est de la réaction des Ouagalais. Retour donc sur ce plateau, un discours de sagesse, de sincérité. Commençons par vous, Idrissa Ouedraogo. Comment vous l'avez perçu? Un discours de sagesse, de sincérité, comparativement à ce qu'on a l'habitude de voir avec son prédécesseur où il y avait une dimension va-t-en-guerre. Oui, tout à fait. Ça a sauté aux yeux de tous. Déjà depuis sa nomination, le timbre de voix, la prestance montrait déjà une rupture, due certainement à l'âge, due aussi aux préoccupations
Je pense qu'il a réussi l'exercice parce qu'il a pu rassurer. Et au-delà d'installer un climat de confiance, il a même touché. Maintenant, comment on juge les larmes, ça sera autre chose. Est-ce que justement, au-delà de l'émotion, est-ce une émotion réelle d'un homme touché par la déchirure du tissu social, il a rappelé, ou alors quelque part, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une émotion suscitée, ou autrement, est-ce de la communication politique? Écoutez, on ne va pas finir de supputer sur la question. De deux choses l'une, ou c'est exprès ou ça ne l'est pas. En tant qu'observateur, on ne peut pas aller au-delà. Si c'est exprès, ben, il a bien calculé sa chose parce qu'effectivement, ça laissait du... Mais si ce n'est pas exprès aussi, ça a sa valeur. Donc, dans les deux cas, il montre que la question politique n'est pas une fin en soi aujourd'hui au Burkina. Il faut entrer dans les questions nationales avec ses tripes, avec un autre discours que celui partisan. Lionel, là aussi, ça pourrait être interprété comme un aveu d'impuissance? Les larmes? Ces larmes, oui. Non, je ne pense pas, parce que des larmes que des dirigeants au plus haut niveau ont pu couler de partout dans le monde, y compris voilà, à l'international, on en a vu des paquets. Maintenant, effectivement, c'est un discours qui tranche avec les discours précédents. Et moi, je suis heureux d'entendre le Premier ministre porter ce genre de discours-là, parce que pour la première fois au sein de l'hémicycle, on a un Premier ministre qui vient avec une certaine objectivité et qui vient de façon non partisane. Parce que son discours est plutôt presque rassembleur, j'allais dire. Pour la première fois, on a un discours qui n'indexe pas, un discours qui ne met pas au rébut une catégorie de la population ou une partie de la population. On a un discours qui ne compare pas l'action actuelle à l'action du régime précédent. Pour la première fois, on a un discours, en effet, qui essaye de porter l'action du gouvernement actuel par rapport aux attentes de la population. Et là, c'est quelque chose de salutaire, parce que tout l'hémicycle, en tout cas presque tous ceux qui étaient là, se sont sentis concernés. Maintenant, dans le décompte des votes, moi j'ai des questions par rapport aux abstentions ou à ceux qui ont pu voter contre, ils ont leur raison, mais les abstentionnistes, c'est le nul, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, là, c'était un discours assez sincère, je crois. Assez sincère, Siaka, discours aussi empreint d'humilité, rassembleur, comme on l'a dit. Est-ce qu'il pourra, au-delà de sa personne, contaminer son propre camp avec ses valeurs? Parce qu'on l'a vu, hein, de par le passé, trop de zèle, parfois dans l'exécutif et dans la majorité présidentielle. Oui, tout à fait. En tout cas, je pense que j'ai été assez surpris par la teneur de ce discours-là, parce qu'à mon sens, il présente un net revirement par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, où les conférences de presse du parti au pouvoir disaient que le président volait de victoire en victoire. Et là, il fait un constat quand même qui est assez proche de ce que la plupart des Burkinabés constatent sur le terrain, et surtout ceux qui faisait des critiques. Il est dit justement, je le rappelle, le constat est que les Burkinabés demeurent inquiets et insatisfaits de leur vécu quotidien pour des raisons qui tiennent principalement à la dégradation de la sécurité intérieure, à l'effritement de la cohésion sociale, à une gouvernance jugée défaillante et enfin à la portée limitée des effets et impacts de nos politiques publiques, des préoccupations que je comprends et partage. Exactement. Donc c'est ce langage de sincérité, de conformité de son diagnostic avec ce que la plupart des Burkinabés font comme constat de la situation de leur pays, que je retiens ici. Donc, on peut donc s'interroger sur la portée de ces discours-là. Est-ce qu'il s'agit d'une prise de conscience au plus haut sommet de l'État d'une situation qui n'est pas reluisante et qu'il faut changer le fusil d'épaule? Auquel cas, à partir du diagnostic effectué par le chef de l'État, et là, on saura si les larmes étaient des larmes de simple émotion ou c'était des larmes de tromperie, les outils qu'il va proposer pour corriger les différents axes du diagnostic qu'il a proposé. En particulier, le point sur lequel il s'est beaucoup appesanti, l'effritement de la cohésion sociale, donc avec le besoin de réconciliation nationale. On va voir quel outil est-ce qu'il propose maintenant pour régler cette question d'effritement de la cohésion sociale et de la nécessité de la réconciliation. Donc si après son discours, il n'y a plus rien et qu'on continue comme par le passé, on saura que les larmes n'étaient pas les larmes sincères. Mais si après cela, il nous propose sous forme de politique un certain nombre d'instruments, un certain nombre d'échéances, un certain nombre d'actes, d'instruments,
Et là, on verra qu'effectivement, le Premier ministre a fait un diagnostic qu'il a pensé sincère, et on ne peut pas imaginer sur l'instant que le Premier ministre ait réalisé tous ces discours-là sans avoir consulté son patron, le chef de l'État. Donc, on pense qu'au plus haut sommet de l'État, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Maintenant, jusqu'où ça va bouger, c'est peut-être là la question, avec donc les autres paramètres comme la réaction du parti, qui était plus dans l'affrontement en général. Et on va voir comment est-ce qu'ils vont manager tout ça pour proposer des voies qui sortent donc de ce qu'il y a eu jusqu'à présent et qui puissent aboutir à ce qu'ils recherchent. En tout cas, un discours d'apaisement, moins politicien, on l'a vu avec des engagements, comme on l'a dit, sur 5 axes. Au-delà de l'émotion, on va aller sur ces engagements-là, justement. Vous parlez tout à l'heure donc de cohésion sociale. Et il a dit, il s'agira d'accompagner notre justice pour qu'elle s'assume pleinement dans la résolution d'un certain nombre de problèmes. À cet égard, les procureurs du Faso et les officiers de police judiciaire sont à pied d'œuvre, selon lui. Il parle de donner les moyens matériels et financiers nécessaires au ministère de l'administration territoriale pour faire donc ce travail, pour rendre plus opérationnels les services déconcentrés de l'État afin qu'ils puissent jouer pleinement le rôle de prévention et d'interposition en cas de besoin. Et il parle aussi de solliciter l'accompagnement des autorités coutumières et religieuses. Sur cette question, effectivement, qui est une question assez essentielle pour notre vivre ensemble, parce que tout part de là, quand il n'y a pas cette cohésion, ça va être difficile de faire du développement. Et là, est-ce que vous avez senti des engagements forts sur cette question-là, avec déjà des pistes qui peuvent permettre de dire qu'on pourrait atteindre des résultats? Oui, il y a la nature de l'exercice. C'était, au terme de la Constitution, le premier ministre qui se prononce devant sa cible qui est bien connue, c'était les députés. C'était donc un discours politique. Tout ne pouvait pas y être, c'est une feuille de route. Mais bien entendu, c'est l'acte 2. Le premier acte qui nous permet de juger, c'était le choix de cette personnalité-là. En son temps, il y a eu ce débat-là, mais l'acte 2 aujourd'hui qui vient rassurer, parce que ce genre de mea culpa permet un ancrage avec les réalités sociales, avec toute la composante de la société, que ce soit la société civile, les hommes politiques, la population dans son ensemble. Tout le monde convergeait quand même sur ce bilan qui est fait. Il a réussi cet exercice. Cela veut dire que le reste des actions, il a donné des grandes pistes, bien entendu, mais il y a comme une projection qui est faite à partir de sa personnalité, à partir du diagnostic qu'il fait, du nouveau pacte en quelque sorte qu'il reformule, il donne des pistes. Et ces pistes-là, ce sont ces 5 axes que, objectivement, tout le monde s'accorde à dire que c'est exactement cela. Maintenant, ce que vous posez comme question, c'est le lien qu'il y a entre toutes ces choses, et comment on les manage, comment on les gère ensemble pour produire du résultat. Et sur la question de cohésion sociale, justement, est-ce que vous pensez que sa personnalité déjà est un plus par rapport à cette question? Absolument, il a rassuré. Le premier pas de la cohésion sociale, ou de la justice, ou du développement socio-économique, commencerait par une saine appréciation des réalités. Le mea culpa qu'il a fait au départ, en sentant la frustration, les insatisfactions, permet de comprendre qu'il a pris à bras le corps. Donc personnellement, je crois que les larmes ont coulé au moment où on incitait, on appelait tous les Burkinabés à cette cohésion sociale. Je pense que c'est l'acte de sincérité. Certains auraient interprété cela par le fait qu'il sait des choses que nous ne savons pas. Il révélait un niveau d'effritement tellement grave qu'il y a peut-être même péril de voir disparaître le Burkina. Dans tous les cas, le fait de l'avoir mis comme axe essentiel de sa gouvernance, d'avoir consacré le libellé d'un ministère entièrement à la cohésion sociale, nous donne espoir. Maintenant, ce que je dis, on attend de lui, de la même manière qu'il parle avec les tripes, avec conviction, qu'on ne s'arrête pas au discours politique. Et ce qu'il a indexé comme cible pour mettre en œuvre, comme facteur d'action pour activer la question de la cohésion sociale, nous donne confiance. C'est le type d'action qui sera fait vis-à-vis des hommes politiques, vis-à-vis de la société civile, vis-à-vis des chefs coutumiers. C'est tout cela qu'on voudra bien voir comment est-ce que ça va prendre forme.
Lionel, justement, est-ce que là, ce n'est pas que quelque part aussi, c'est une reconnaissance de la gravité effectivement de cette situation par rapport à cette question de cohésion sociale, mais au-delà de réconciliation nationale, parce que pendant longtemps, dans le camp de la majorité présidentielle, on a fait un peu dans le déni qui est qu'il y avait un besoin de réconciliation nationale. D'ailleurs, il y en a qui ont estimé qu'il ne fallait pas lier les choses, parlant de réconciliation nationale, de sécurité, etc. Est-ce que là, son discours ne vient pas replacer les choses dans leur réalité, effectivement, pour dire la réalité, elle est là, maintenant il faut l'affronter, maintenant quels sont les ressorts qu'il faut activer? Je pense que c'est un discours de rupture. C'est un discours de rupture parce qu'il il est difficile pour un opposant, par exemple, de trouver des griefs à ce discours-là. Parce qu'il porte en même temps aussi les questions que pourrait porter tout opposant dans ce pays. Et il a bien énuméré les problématiques du pays en reconnaissant, en tant que majorité, les failles et les faiblesses. Sur la cohésion sociale. Sur la cohésion sociale, par exemple, il reconnaît clairement que la situation est grave. La situation est même très grave. Il fait une belle peinture de la situation actuelle, contrairement au déni continuel qu'on a eu par le passé de la majorité. Mais il ne faut pas que l'on se leurre sur cette cohésion sociale. La cohésion sociale et la question de donner les moyens à la justice ne se fera que sur la colonne vertébrale de la vérité. Tant qu'on va continuer à nous mentir, à se mentir individuellement entre nous, depuis le début de notre histoire, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, le Burkina est perpétuellement dans des mensonges continuels. On est en train de saper le mensonge, on le déguise en vérité et on l'offre en pâture aux populations. Ça ne peut pas continuer. À un moment donné, cela va nous rattraper tôt ou tard. Et je pense que s'il est sincère dans son discours, cette quête de réconciliation devra se faire par l'émanation réelle même d'une vérité absolue sur l'histoire de ce pays-là. Et eux, lui en premier, du fait de son âge et des titres qu'il a eu à occuper par le passé, sont bien placés pour rendre à la vérité toute sa splendeur dans cette nation-là. On fabrique une génération de dégénérés. Une génération de décérébrés historiques. Parce que l'histoire que l'on raconte à ces gens-là est complètement départie de toute vérité, si bien qu'aujourd'hui, on a une jeunesse en fait qui porte le mensonge comme vérité et qui piétine la vérité comme mensonge. Donc, cette réconciliation est fondamentale, mais elle ne passera que par la vérité. Donner les moyens à la justice, oui, mais permettre à cette justice-là et demander, exiger à cette justice-là d'être autonome, objectif et véridique dans tout ce qu'elle va rendre comme jugement. Si on veut faire une justice à deux vitesses, ou de vainqueurs, ou de perdants, on va continuer toujours dans le mensonge et cette justice-là sera recommencée perpétuellement quand l'histoire de notre pays en fait se retrouvera dans des situations complexes ou difficiles. Donc je pense que c'est l'occasion, avec ce Premier ministre et avec ce discours, moi je qualifie ce discours de sincère. Maintenant, il faut que dans l'action, il parlait tout à l'heure d'acte 2, dans l'acte 3, qui selon moi serait la phase opérationnelle, on puisse voir très rapidement la mise en œuvre justement de tout ce qu'il a eu à dire. Siaka, sur cette question, c'est vrai que c'est un enrobé ce qu'il a fait à l'Assemblée, mais au-delà, on aurait peut-être voulu qu'il aille sur des points précis parce qu'il y a en la matière des situations pressantes comme le cas de Yirgou par exemple. Oui, non, je crois que sur Yirgou, il a quand même assez parlé. Il a pris une position que je pense un peu plus avancée que ce que le chef de l'État lui-même a fait lors des événements. Ce qui peut peut-être donner un signal aux acteurs de la justice pour avancer un peu plus vite et qu'on ait bientôt non seulement la vérité, mais la justice également sur ce dossier-là, en plus de certains autres qui sont là. Et comme on le dit également, c'est vrai qu'il aurait pu, dans ce discours-là, aller un peu plus loin dans certains domaines, comme sur la réconciliation nationale, donc qui planche sur la question de la cohésion sociale et des fractures dont Yirgou fait partie. Il aurait pu avancer, mais c'est vrai que le temps était assez limité pour lui permettre de réfléchir vraiment, de conceptualiser un instrument qui puisse aller dans le cadre d'un discours de politique générale. Là, il faut lui donner quand même ce crédit-là. Cependant, et là-dessus, la question de la réconciliation est une question quand même complexe. Même si on reconnaît tous sa nécessité, il faut reconnaître qu'elle est complexe pour la simple raison que tous les acteurs qui ont été commis à la tâche sur cette question, à mon sens, jusqu'à présent, n'ont pas travaillé. On avait une commission spéciale sous la transition qui devait proposer un schéma de réconciliation. Il a proposé un document, c'est vrai,
mais qui n'a pas donné toutes les indications qu'il fallait. Maintenant, on a un Ashkroun également, qui aurait dû, à présent, nous déposer sur la table un document de feuille de route de la réconciliation. Le problème, c'est que pendant longtemps, on était dans le déni. Voilà, autour duquel on allait commencer à se discuter. Donc, il y a des visions de la réconciliation. Certains pensent qu'il faut effacer tous les péchés d'Israël et les recommencer à nouveau. Moi, je pense que c'est plutôt le dialogue politique avec des décisions qui se prennent sur les grandes dimensions de la vie du pays, qui vont s'imposer à tous les gouvernements qui vont venir, et avec pour eux à charge de moduler peut-être les différentes politiques qui découlent de ces grandes... ainsi de suite. Mais ici, on ne peut même pas discuter parce qu'on n'a pas un référentiel. Et lui, il ne pouvait pas tout de suite faire ces documents parce que quand même le temps ne pouvait pas le permettre. Mais là, on prend acte de ce qu'il vient de faire, du revirement des positions politiques qu'il vient d'opérer, et à partir de là, on va maintenant attendre de lui qu'il nous propose également l'instrumentalisation de ce qu'il vient de proposer comme orientation politique. À partir de là, il dira, bon, sur tel aspect, voilà le cadre que je propose, voilà l'instrument que je propose, et avec l'instrument, les vecteurs, c'est-à-dire les individus, les acteurs qui vont jouer des rôles là-dedans. C'est là où on va comprendre si l'émotion qu'il a démontrée et qui provient donc de ce qu'il a connu, lui, du Burkina Faso, à un certain moment, et de ce qu'il constate aujourd'hui, c'est la comparaison qui peut peut-être le faire disjoncter comme ça. Et donc, à partir de là, il est plus apte, effectivement, d'un certain point de vue, à initier les propositions. À partir de là, les autres acteurs vont certainement faire leur marché. En tout cas, Idrissa, c'est un discours farci de bonne intention. Hein? Oui, sur la question de la cohésion sociale, le besoin est là, mais ce que je crains, c'est qu'on pose mal le problème. Forcément, on arrivera à des solutions mitigées. Lionel cadrait bien la situation. Il a parlé de mensonges. Je pense qu'il y a moins qu'un mensonge. On n'en est même pas là. Parce que pour moi, il y a une vacuité. La question de la cohésion sociale va avec le projet national. Quel est le projet national? Quand on dit qu'il faudra revenir comme... On revient vers quoi? Vers 83, vers 1960, vers l'avant-indépendance. Notre vivre ensemble a été conceptualisé ou avec quel modèle dans notre histoire? Pour moi, il y a une vacuité. Il faut un référent. Il faut, justement, et en ce moment, et peut-être dans l'acte 3, comme il dit, on serait peut-être à ne plus mettre la culture, l'art, tout le reste, pas en dernière position dans le discours, mais en premier lieu. Comme des ressorts. Exactement. Qu'est-ce qu'on construit ensemble? Alors, ce que je pense sur la question de la cohésion sociale, c'est qu'on ait le courage de redessiner pour se redonner des valeurs communes. On a une superposition de nationalités. On a des histoires parallèles qui s'entrevêchent par moments et qui arrivent à des accidents comme Yirgou. Mais il faut qu'une fois pour toutes, on l'arrête. J'ai eu la chance de faire une petite étude sur un plan de communication qui nous a amenés aux archives du ministère de la Justice. À l'ère coloniale, il y a les mêmes délits qu'il y a aujourd'hui. Les mêmes vols de bétail, des meurtres, des fuites, des excommuniations, comme aujourd'hui. En fait, rien n'a changé dans les fondements. Il y a eu l'ère précoloniale avec des chefs ou des organisations plus ou moins éparses, avec des efforts d'intégration, soit par la culture, les guerres, ainsi de suite, mais qui n'ont pas abouti. Il y a eu ensuite une histoire plus ou moins forcée par la colonisation, sans conviction dans la mesure où, à un certain moment, les mêmes ont jugé que ce territoire gagnerait à être subdivisé en trois. Parce qu'il n'y a pas une conviction là. Et je dis, il y a une vacuité. De toute notre histoire, les 274 km² n'ont pas fait l'objet d'un projet de vivre ensemble commun. Et il faut avoir le courage de le dire à un moment. Et pour moi, il faut profiter de cette rupture-là, occasionnée par les menaces sur le pays, pour pouvoir redessiner une nation avec ce qu'on fait ensemble et ce qu'on ne se fait pas entre nous, ce qu'on ne fait pas ensemble. Avec une conscience nationale. Exactement, exactement. Et qui doit être accompagnée par tous les acteurs au niveau économique, bien entendu en développant peut-être un patriotisme économique, au niveau culturel, au niveau politique. Il doit y avoir des limites à la politique. On ne peut pas être au pouvoir et continuer à faire le déni de tout ce qui n'est pas bon, tout comme être dans l'opposition et faire le déni de tout ce qui est fait. Ce n'est pas un destin national. Alors pour moi, il faut profiter de la carrure d'un Premier ministre comme celui-là, de la température de son discours,
pour bâtir autour de lui un projet. Je pense que 6 mois peuvent permettre d'impacter une nation comme celle-là, qui de toutes les manières n'a pas le choix parce qu'elle est agressée de toutes parts. Et sans cela, on peut trouver que l'intervention du député Alexandre Sangara, elle est importante. Il dit, ne travaillez pas à faire élire Roch en 2020, mais travaillez à ce que dans 10-15 ans, on puisse parler de Roch en bien. C'est peut-être ça, créer cette rupture, quitte à perdre le pouvoir, mais construire effectivement ce destin. De toute façon, dans son discours, le Premier ministre cadre clairement avec l'invective du député. Il dit clairement qu'il n'est pas là dans son discours, il n'est pas en train de travailler pour le pouvoir ou pour l'opposition, il est en train de travailler pour le peuple burkinabé et pour le pays tout entier. Et donc, s'il place son discours d'ailleurs dans cette dynamique, je pense qu'il devrait travailler pour cela. Quitte à ce que justement le régime MPP, d'ailleurs avec la sortie de certains bons du gouvernement, puisse se préparer aux élections et laisser l'action gouvernementale se poursuivre dans la quête justement de cette cohésion et de cette réalisation économique. Je pense que c'est une bonne stratégie qui va permettre peut-être qu'on puisse sortir de cette crise profonde-là. Et Siaka, il y a aussi une autre dimension, mais qui fait partie de cette grande famille réconciliation nationale, c'est aussi le dialogue social. Là aussi, on voit qu'il y a des engagements, en tout cas fermes. Il dit, je m'engage à réactiver le cadre de concertation gouvernement-syndicat qui existait, mais qui depuis un certain temps, depuis l'avènement du régime Kaboré, a du mal à s'opérationnaliser. Il dit donc, il s'engage donc à l'opérationnaliser à nouveau, dont une des sessions sera convoquée très prochainement. Oui. Je pense qu'il a bien cerné, comme on l'a déjà dit, les difficultés qui se présentent. Il a la question sécuritaire, la cohésion sociale, mais aussi le dialogue social. Là-dessus, il y avait plusieurs fois où les critiques étaient émises sur la façon même dont ce dialogue social était conduit par l'équipe gouvernementale et qui montrait qu'il y avait même des difficultés de gestion du dialogue social. Au-delà du contenu qu'on apporte aux revendications des syndicats et du monde du travail, il y a même la gestion du dialogue qui posait problème. Et, comme référence, le fait que les cadres ne se tenaient plus. Et il a identifié la tenue du cadre comme étant une des actions clés à partir donc du diagnostic qui est réalisé et sur laquelle il va pouvoir peut-être relancer les choses. Et certainement, il voit la façon dont les choses se déroulaient quand lui, il était encore dans la grande administration, la direction générale de la coopération, ministre, etc. Donc, il revoit un peu comment le dialogue était construit, comment il était animé, et il voit qu'aujourd'hui, même à ce niveau-là, qui aurait dû être un domaine acquis, étant donné qu'il y a des textes qui encadrent ces dialogues, étant donné que les acteurs sont des acteurs institutionnels, les agents de la fonction publique, par exemple, sont dans un cadre qui est régi par des lois. Donc, ça devrait être en fait facile. Et pourquoi est-ce que jusqu'à présent, il y a eu des problèmes, ne serait-ce que de gestion du dialogue social? Donc, le Premier ministre, il n'arrive pas à comprendre cela. Bon, le diagnostic est posé. Il faut maintenant voir, est-ce que dans la gestion même du dialogue, il va réussir à ramener sur la table les agents et les syndicats, de sorte que de cette réunion, de ces rencontres-là, on puisse avoir des résultats au bout. C'est là où c'est très important de constater que maintenant qu'il a fait ces revirements, on a les chances de réussir, mais tout n'est pas acquis à partir de là. Il faut encore réussir, il faut encore faire des propositions. Et comme c'est des propositions assez fortes, si on prend les deux exemples les plus significatifs, les finances et les enseignants du primaire, on voit que c'est des gros dossiers quand même, qui nécessitent une réponse complète dans le temps qui puisse permettre au Premier ministre de jouer ce rôle d'animateur du dialogue social. Idrissa, là encore, on l'a entendu, il lance un appel aux organisations syndicales à faire dans le sursaut national. On est encore dans cette dynamique d'en arriver à la construction d'une conscience nationale qui est qu'il faut travailler d'abord, voir l'intérêt national ou les intérêts personnels. Oui, il n'a pratiquement pas le choix parce que c'est la seule voie de succès. Il y a deux acteurs dans la discussion, les partenaires sociaux. Tant que ça sera des revendications, on ne va pas s'arrêter. Je pense qu'il faut, et c'est qu'il a commencé, il faut peut-être puiser dans les ressources patriotiques, citoyennes de ces partenaires sociaux, sinon c'est sans fin.
on a tous les jours une revendication, une raison pour ne pas être satisfait du gouvernement. À un certain moment, il faut les engager, pas comme des sujets de notre histoire, mais comme des acteurs. Et ils l'ont suffisamment montré. Et je pense que pareil discours permet qu'ils rentrent dans le débat, non pas comme la partie qui tend les mains, mais comme la partie aussi qui a les manches retroussées pour mettre la main à la pâte et construire. Ce qu'ils voudraient, c'est d'abord la reconnaissance de la situation telle qu'elle a été décrite par le Premier ministre, mais ensuite qu'il y ait à la limite des critères d'évaluation de sérieux, de confiance commune, pour que les sacrifices des uns accompagnent les sacrifices des autres et que ce ne soit pas un camp qui doit faire le sacrifice plus que les autres. Je pense qu'il n'y a pas d'autre issue à ce grand dialogue-là, à cette grande cohésion-là, que chacun reconnaisse la part de l'autre et que chacun aussi accepte sa part de sacrifice. Sinon, les revendications, on n'en finira pas. Maintenant, peut-être en termes de communication, il faut savoir que les valeurs affectées, dans le cadre de la mobilisation, de la motivation, sont plus importantes que de vouloir satisfaire. Je fais la parenthèse pour dire qu'un parti au pouvoir gagnerait s'il peut multiplier par 100 les salaires, par exemple, ou investir 10 fois plus qu'avant, rien que pour gérer tranquillement, il le ferait. Mais la vérité, c'est qu'on a des limites dans nos ressources et il faut appeler tout le monde à un certain niveau d'engagement. Et c'est ce prix qu'il faut payer. Et je pense que c'est là qu'il faut savoir négocier. Lionel, justement, comment amener, remobiliser les uns et les autres, justement, aller vers cet engagement pour l'intérêt national, c'est toute la question. Et tout sera peut-être dans le discours et dans la capacité, justement, à négocier. Non, mais là encore, je reviens sur la colonne vertébrale de la vérité dans le dialogue social. Vous avez des syndicalistes qui revendiquent l'application de ce qu'ils ont eu comme accord avec le pouvoir. Et je pense qu'il faut être dans la vérité. Ce n'est pas parce qu'il y a des revendications qu'il faut accorder quelque part l'exécution de ces revendications-là, quand bien même on sait qu'on n'a pas les moyens de les tenir. Les syndicalistes, par exemple, quand ils vous font le bilan, ils vous font le bilan sur ce qu'ils ont déjà acquis comme accord, comme principe d'accord, du fait d'un dialogue mis en place entre le gouvernement et eux-mêmes. Ils ne sont pas en train de faire des revendications nouvelles. Ça veut dire tout simplement qu'il faut qu'on soit toujours dans la vérité. Je n'en ai pas, je ne peux pas vous donner. Vaille que vaille, je campe sur ma position et peut-être qu'on va trouver des plans B, des plans C pour nous en sortir tous ensemble. Mais promettre et après dire non, c'est là que le dialogue social prend un coup. Parce que d'un côté, vous avez la masse, ceux d'en bas qui pensent qu'on les prend pour des cons, pendant que ceux d'en haut, en réalité, ont fait des promesses, ne tiennent pas leurs promesses, et pire encore, continuent à vivre comme si le pays n'était pas en récession, comme si on avait les moyens très larges. D'ailleurs, dans son discours, le Premier ministre fait de la bonne gouvernance et de la réduction du train de vie de l'État une priorité. C'est par l'exemplarité qu'on va baisser la tension sociale. Tant qu'on ne va pas donner l'exemple du plus haut niveau, la tension sociale restera toujours de façon exécrable. Parce que les discours de certains syndicalistes, ils disent tout simplement, oui, mais pendant qu'ils nous demandent ça, oui, mais pourquoi eux, ils font ça? Pourquoi eux, ils ne font pas ça? Vous voyez, on est dans une espèce de miroir déformant, on s'indexe chacun à travers un miroir, comme si en réalité, on ne peut pas se regarder face à face et dire la vérité. C'est vrai, la situation économique de notre pays est limitée. Tout le monde le reconnaît. Mais pourquoi personne ne fait un effort pour aller au dialogue, au consensus, pour ce qu'on appelle une réduction du train de vie global, y compris les acteurs syndicaux, laisser tomber certains accords, même si on vous a promis ça, maintenant que l'on voit la situation, peut-être qu'on peut aller. Mais celui qui dit ça doit montrer patte blanche et faire preuve en fait de sincérité dans la mise en application de ce qu'il dit. Tout est donc dans l'approche, ça commence peut-être par sortir donc de cette vision électoraliste qui fait qu'on a peur de prendre des décisions, mais au-delà c'est aussi l'exemplarité et c'est aussi l'un des axes, hein, comme il a dit, l'obligation d'instaurer, il a dit c'est une obligation d'instaurer une gouvernance plus vertueuse. Et à ce niveau, justement, il annonce un certain nombre d'engagements, redéfinir les modalités de rémunération des hautes autorités, investir d'une charge politique ou administrative au Burkina Faso, faire appliquer avec célérité les conclusions de la commission chargée de la réforme du système de rémunération des agents publics de l'État et enfin instaurer de bonnes pratiques dans la gestion
du patrimoine de l'État. Oui. Moi, je prends acte du changement d'orientation qui vient de s'opérer. On est obligé de le considérer comme tel. Mais je pense qu'il va être assez difficile au Premier ministre et même au chef de l'État de modifier les choses suffisamment dans le fond pour pouvoir résoudre les grandes questions qui se posent à l'heure actuelle. Reprenons cette question de la rémunération. C'est vrai, le gouvernement passé a dit qu'ils ne vont plus traiter les choses au cas par cas. Il va y avoir une conception générale du système de rémunération qui a été tentée dans le forum qui a eu lieu. Et on a vu que le forum, dans sa conception, ne pouvait pas déboucher vraiment sur un système en entier, parce qu'on a fait venir des acteurs dont beaucoup n'étaient pas vraiment au niveau de compréhension de ce qu'il faut comme changement pour faire les propositions qu'il fallait. On a encore réfléchi sectoriellement. Donc c'est un assemblage, une synthèse de ces réflexions sectorielles qu'on a mis dans les conclusions de ce forum sur la rémunération. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de considérer que l'administration que nous avons, qui est une administration des carrières, une administration d'État-providence, ne peut pas être adaptée aux besoins actuels du pays, où il faut de la rentabilité. Comment transformer cette administration en une administration qui a des objectifs de rentabilité? Comment expliquer à l'agent de l'état civil d'une mairie en quoi son travail contribue à la douane ou aux finances ou aux impôts? C'est ce lien-là qu'on ne fait pas suffisamment. Il est un acteur de création de richesse. Exactement. En quoi est-ce qu'un agent, même un gardien quelque part, contribue à un objectif global? C'est ce travail, en fait, à mon avis, qui n'est pas exercé, qui fait que les agents en général, les travailleurs, ils viennent juste pour ce qui les intéresse, hein, leur emploi, le salaire, et ils s'en vont. Ils ne tiennent pas compte qu'ils sont dans un dispositif qui est un dispositif social et un dispositif d'un État et qui doit produire des résultats. Bon, si on ne fait pas donc cette mise en cohérence, cette mise en musique donc, de l'action de tous les acteurs du pays, moi je crains que les gens continuent à tirer dans leur sens pour essayer de tirer le maximum. Et quand on voit les agents qui posent le problème de leur sacrifice en parallèle avec ce que les dirigeants gagnent, c'est bien ça. Ils ne comprennent pas pourquoi eux, ils ne gagneraient pas aussi, parce qu'ils sont aussi des Burkinabés, ils ont à peu près les mêmes diplômes que ceux qui sont au gouvernement. Pourquoi est-ce qu'eux, ils ne gagneraient pas? D'autant qu'ils ne voient pas trop peut-être ce que les autres font pour la rentabilité. Moi, je crois que le dialogue social, en lien avec la question de la cohésion nationale, ça devrait traiter toutes ces grandes questions-là. De sorte que même les syndicats, même les agents de la fonction publique, s'ils viennent au grand débat, on les met en face des défis du moment, les engagements qui sont pris ou les idées qui sont proposées, s'ils prennent part à ça, le sacrifice sera beaucoup plus facile après. Autrement, chacun reste dans sa chapelle, il exige ce que les textes lui... Parce qu'en fait, les syndicats ne demandent que ce qui est dans les textes. C'est ça. Et l'État, à l'heure actuelle, ne pourra jamais, au grand jamais, trouver les ressources qu'il faut pour satisfaire ces revendications sectorielles. Mais déjà, montrer des gages clairs, des engagements pour réduire les inégalités sociales. Mais bien sûr, c'est ce que le Premier ministre peut faire, c'est effectivement de montrer sa bonne foi. Et je pense que l'émotionnalité de son discours peut y aider. Mais il va falloir tout de suite aller aux propositions, à l'acte 3 dont on parle, et c'est là où il va convaincre vraiment. Pas seulement dans l'émotionnel, parce que vous avez écouté certains Burkinabés qui l'ont dit, les larmes, eux, ils prennent ça avec des pincettes, ils attendent de voir. Et beaucoup attendent aussi de voir, en embuscade donc, l'opposition, les autres, etc. Tout le monde attend de voir. Hein. C'est vrai que la dimension opérationnelle, c'est la plus importante. Sinon, les gens diront, les DPG, c'est des classiques, on nous annonce, c'est des discours farcis de bonne intention, mais dans la réalité, rien ne change. C'est une réalité. Mais il parlait là d'un enjeu assez majeur, c'est comment repenser notre fonction publique. C'est assez essentiel quand même. C'est certainement un des pans de ce que je disais tantôt. Le projet commun, quel est-il? Notre vivre ensemble, c'est quoi? Être fonctionnaire, être ministre, être chef coutumier, c'est quoi dans notre représentation collective? En fait, le rythme de vie, le niveau de vie d'un ministre ne devrait pas offusquer
parce que n'importe quel Burkinabé peut y être, à condition qu'on définisse ensemble et que celui qui a la chance un jour d'arriver à ce poste-là joue le jeu tel qu'il a été défini par notre étiquette commune. Et qu'on ne voit pas surtout les avantages qui vont avec, mais surtout servir. Alors donc il faut le reconstruire. Et on a, heureusement, hein, je pense que ces derniers temps, les différents discours nous permettent de constituer petit à petit notre panthéon. Il y a des noms qui ne soulèvent plus trop de discussions, comme Thomas Sankara, le professeur Kizerbo. On est en train de nourrir, de grandir, en fait, de meubler notre panthéon. Je rêve aussi d'allocutions comme celle-là, où on ne citera pas Rocard, mais on citera dans notre inconscient collectif, dans notre référentiel collectif, des personnes qui sont de chez nous, qui vivent la même chose. Une vision endogène. Exactement. Et à partir de ce moment, nous serons en train de dire la même chose. Le ministre, tout comme le planton, serait dans la même vision et tout le monde sert le pays. Et je pense que le plus important de ce qu'on est en train de dire, c'est que les gens saisissent notre âme. Notre âme, quand vous prenez toutes les ethnies qui composent le Burkina, les valeurs, par exemple, de bravoure sont très présentes. Ça s'est vu autour de certaines personnalités, comme Thomas Sankara, comme le professeur, comme certaines autres personnes. Vous ne pouvez pas dessiner un destin à ce Burkina sans ces valeurs de courage, d'humilité, de probité. D'intégrité. Exactement. Et il faut dessiner ce discours pour ne pas être en train de se reconvaincre. Parce que lorsqu'un ministre doit passer son temps à convaincre un directeur ou un instituteur de ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, c'est une perte de temps. C'est-à-dire que c'est une étape de perdu. Ça devait être évident qu'un instituteur ne peut être que ceci et pas cela. Et cette mise en musique, il faut du leadership, c'est cela encore notre problème. C'est vrai que tout le monde en parle, on sent que l'élan est là, mais comment on fait cette mise en musique? Il faut du leadership. Oui, mais c'est certainement de pouvoir distinguer de plus en plus des leaders, des politiques. Jusqu'ici, nos leaders ont été des hommes politiques. J'imagine toute la forte personnalité de Thomas Sankara, qui est avant ou après tout un intellectuel propre, mûr, universel. Mais qu'aurait-il été s'il n'avait pas eu accès au pouvoir d'État? C'est quand même le politique, l'idéologie politique, qui a permis de révéler au Burkinabé même ce potentiel-là. Alors jusqu'ici, on a confondu les deux. Il serait bien, et ça coïncide avec un appel qui a été lancé dans la même période, de faire venir tout le monde au besoin aux politiques. On n'a pas à salir en fait cette activité. Que tous les cadres, tous les agriculteurs qui pensent qu'ils ont des projets pour faire avancer le pays ne se gênent pas à faire de la politique parce que c'est la seule arène en quelque sorte où on peut passer à l'action au-delà de certaines idées bien aseptisées. Maintenant, au-delà, oui, il faut s'accepter et savoir que la solution du Burkina n'est pas faite que pour notre personne, quel que soit le poste qu'on occupe. Sinon, on risque de rester dans ce serpent qui se mord la queue, qui tourne en rond parce qu'à chaque fois, vous ne pourrez pas satisfaire les revendications d'une corporation. Elle aura toujours, se basant sur les textes, sur l'expérience des pays voisins, sur ce que le droit international lui accorde, de toujours revenir. La seule solution, c'est de les impliquer dans un dialogue franc pour qu'ensemble, on redéfinisse notre vivre ensemble. Lionel, les bonnes intentions sont dans le discours, mais il faudra justement que ça s'habille de l'action, de l'exemplarité, de l'opérationnalisation de l'exemplarité pour que ça puisse suivre aussi. Oui, et le Premier ministre seul ne va pas y arriver, c'est clair. Le gouvernement seul ne va pas y arriver. Là, c'est un discours qui appelle à l'union, à l'unité et à l'engagement de tout un chacun. Et tout à l'heure, vous parliez de leadership, mais je pense qu'au-delà même du leadership, il faut du courage. Et il faut accepter la douleur du changement. Parce qu'on a l'impression que dans ce pays, tout le monde parle de changement, mais en réalité, quand vient le moment d'appliquer ne serait-ce qu'un petit changement à un endroit minime, ça fait mal à beaucoup. Et on se retrouve dans l'émotion à reculer ou à dire non, mais on peut attendre, etc. Et on remet à plus tard le changement qu'il faut et on rend difficile, en fait, l'avenir de ce pays-là. Là, ça demande que les hommes politiques qui ont en charge l'exécution de cette dynamique puissent parfois se défaire de leur manteau de politique, justement, pour pouvoir faire ce travail. Oui, qu'ils se défassent de leur manteau de politique, ça c'est un, mais également que l'on oublie à un moment donné
qu'on est face à une volonté ou à un besoin de se faire réélire. Parce que tant qu'on va parler et agir en fonction des échéances politiques, on va continuer à diluer notre volonté de faire, suivant justement le vent de l'action politique qui doit nous amener à rester au pouvoir. Et malheureusement, le système quinquennal que nous avons dans nos pays aujourd'hui limite justement l'action au plus long terme. C'est pour ça que la dernière fois, quand on discutait sur ce plateau, Idrissa avait dit qu'il faut 2 pans de réflexion sur notre pays. Il faut un pan opérationnel, l'action politique, des acteurs politiques, et un plan stratégique qui permet une réflexion à long terme et surtout qui impose à tout acteur politique qui arrive de ne pas pouvoir changer cette ligne de conduite que nous allons tracer parce que tout simplement c'est la volonté populaire et c'est surtout ce que nous voulons pour le futur de ce pays. Revenons sur l'administration. L'administration burkinabé, je pense qu'on l'a hérité dans le fond de l'administration coloniale. Pas beaucoup de changements depuis qu'il y a eu la passation entre l'indépendance du Burkina et le joug colonial. Donc on a gardé une administration coloniale. Moi je me souviens quand j'étais encore petit, c'était la sirène de la mairie qui réveillait nos parents pour aller au travail. Donc on a gardé cette administration-là qui a grossi avec l'évolution aussi du monde, sans pour autant réactualiser les choses dans l'administration politique, dans l'administration publique. Et je pense aussi que les salariés de l'administration publique devraient aussi faire un regard honnête et sincère sur leur action. Et je pense qu'il faut mettre l'obligation du résultat dans la fonction publique aussi. Parce qu'on a une fonction publique très grande avec une masse salariale énorme, si bien qu'il n'y a pas de profil de poste bien adapté dans certains cas. Vous avez des fonctionnaires qui arrivent et qui peuvent faire leur boulot en 3 heures dans la journée et le reste du temps, ils vont soit s'ennuyer ou soit passer la revue de presse et lire les journaux. Ça veut dire qu'il faut donner le travail quantitativement à chaque salarié et surtout attendre de lui un résultat efficace. Ça fait appel à l'obligation de résultat pour qu'on ait une administration publique efficace, efficiente. Là, ça commence peut-être par repenser le recrutement. Il faut non seulement repenser le recrutement, mais aussi il faut accentuer le management pour un résultat clair, parce que c'est la qualité de la fonction publique déteint sur la qualité du privé. Comment voulez-vous qu'un privé travaille de façon correcte et de façon proactive s'il a du retard au niveau de la fonction publique? Vous avez déjà eu un marché avec l'État? La paperasse qu'il vous faut faire, les allers-retours qu'il vous faut faire dans l'administration pour viser non seulement ce marché, aller le déposer dans l'administration, c'est le Trésor qui va vous payer. La preuve aujourd'hui avec la situation au ministère des Finances, tous les hommes d'affaires vivent la situation, il y a une certaine lourdeur. On a des fonctionnaires aussi, il faut le dire, qui sont hommes d'affaires dans la fonction publique et qui ont des commerces où il faut vraiment faire la part des choses pour que chacun occupe sa place dans la société. Tout le monde est libre d'être homme d'affaires ou commerçant. Tout le monde est libre d'entrer dans la fonction publique, suivant bien sûr les règles de recrutement de cette fonction publique. Mais on ne peut pas être et dans la fonction publique et vouloir goûter au bonheur de la fonction libérale. Il y a un des métiers qui va prendre un coup. Et généralement, c'est la fonction publique. Il y a des textes qui régissent tout cela, mais malheureusement pas respectés. Et tant qu'on ne va pas se donner un devoir de conduite exemplaire, on ne va jamais s'en sortir. Donc vous avez la masse qui exige de nos dirigeants l'exemplarité, mais eux-mêmes ne sont pas dans l'exemplarité très souvent. J'allais dire, il disait tantôt, posait la question de savoir s'il ne faut pas qu'ils sortent de leur rôle politique. Ah non, il ne faut pas redéfinir pour satisfaire nos habitudes. Au contraire, il faut exiger de chacun dans la société, ici, d'être à l'excellence de son activité. Être politique, ce n'est pas être politicien. Malheureusement, c'est la confusion. Si tout le monde cite sans se gêner, quel que soit son parti politique, Thomas Sankara, quel que soit son pays, Thomas Sankara, c'est parce qu'à un certain moment, il a accepté d'assumer le politique dans toute sa rigueur, dans toute sa sincérité. Alors, ce qu'il faut demander aux hommes politiques, ce n'est pas qu'ils arrêtent de faire la politique, qu'ils aillent au bout de l'engagement politique. Et changer les pratiques politiques. Exactement, il faut élever le niveau. Si jusqu'ici, on a pu accéder aux fonctions politiques avec 3 sur 10, 5 sur 10, 7 sur 10, c'est bon. On ne leur demande pas de quitter pour reparler au peuple. On leur demande de dépasser cette moyenne, j'allais dire, plus ou moins misérabiliste. Ce que le peuple attend, si on peut utiliser cette expression tant galvaudée, c'est que chacun excelle dans son domaine. Que le politique ne vienne pas parler que pour le bulletin de vote.
qu'il parle comme quelqu'un qui a une vision pour sa nation et qui sait qu'il a hérité des ancêtres et il doit laisser à la génération rien que des idées, qu'il puisse travailler pour cela. Alors moi, je ne souhaite pas qu'on puisse, à chaque fois que dans un milieu, même les syndicats, il faut leur dire aussi le même niveau la même exigence de vérité qu'il y a au niveau du politique, il le faut à ce niveau-là. Dire, d'accord, c'est bon, ce sont vos droits, mais dans l'histoire des syndicats, voilà ce qu'on peut atteindre comme excellence. La même chose pour l'opposition. Donc, ce que je voudrais dire, ce n'est pas parce que le milieu politique qui traîne, qui tire à la limite de notre développement est à critiquer, qu'on va leur dire, on va leur excuser ces défaillances-là et chercher d'autres vocables. Non, c'est de leur rappeler qu'il y a une excellence dans leurs activités. Et le pouvoir, à la limite, ne peut pas grand-chose sans son pendant qui est l'opposition. Et je pense que de plus en plus, il faut aussi élever le niveau du débat à cette sphère de l'opposition. C'est l'opposition qui, devenue excellente, contraindra le pouvoir aussi à devenir excellent. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre qu'en 5 ans de mandat, il n'y a pour activité de l'opposition que de dire ce qui ne va pas. Non, il faut changer. Il n'y a que cela. Ils font des propositions. Non, ce que je veux dire, oui, ça arrive, mais ça ne doit pas arriver. C'est peut-être comment on repense les rapports entre opposition et majorité, parce qu'on est dans... Oui, mais le pacte n'est pas avec le parti au pouvoir. Le pacte, c'est avec le peuple. On a une promesse pour le peuple. Ce n'est pas qu'aux élections. Mais c'était juste une parenthèse. Mais comment l'opposition contribue justement, quand bien même elle n'a pas le pouvoir, comment elle contribue justement à la construction de cette nation à travers ses propositions? Mais il faut qu'en face, il y ait une oreille attentive. Ce n'est pas forcément le cas. Oui, d'accord, on peut vous le concéder, mais ça c'est dans le jeu politique. Mais dans les faits de tous les jours, les sorties ne doivent pas être marquées que pour pouvoir indexer. On a même vu la réaction de 2 opposants, plus ou moins, qui se démarquent carrément dans l'élément que vous avez diffusé. Il y a l'un celui de la NAFA, je pense, qui n'a fait que voir de manière pessimiste toute l'opération l'exercice du PM. Voilà, il y a eu cet élément-là. On n'est pas obligé d'interpréter dans ce sens-là. Je pense que l'autre regard, il ne parle pas que pour le parti au pouvoir, il parle également pour le peuple, qui en définitive va décider de lui faire confiance ou ne pas faire confiance. Mais je pense qu'on a tous retenu aussi l'intervention de Juliette Bonkungi. Dans cette intervention, tout le monde s'est retrouvé comme on s'est retrouvé dans le discours du Premier ministre. C'est à ce niveau qu'il faudrait pousser les politiques. On n'a pas besoin qu'ils nous tirent vers le bas avec des critiques auxquelles on n'a pas pensé. C'est comme des laboratoires qui chaque jour doivent pondre quelque chose pour nuire à l'autre. Mais le peuple est vraiment au-dessus je veux dire, le Burkina est au-dessus de ses préoccupations de guerre croisée entre ces partis. Peut-être qu'il faudra pour cela une troisième voie, une société civile forte qui travaille justement à discipliner les choses. Oui, il faut, dans tous les cas, l'apport de la société civile est important dans l'histoire de notre nation et dans la vie de notre nation. Mais je reviens sur ce qu'a dit Idrissa. Je pense que je reste quand même persuadé qu'il faut que le politique, une fois qu'il accède au pouvoir, il se départisse de sa volonté de se maintenir au pouvoir et de se faire réélire, et qu'il travaille de façon objective à réaliser des actions concrètes pour le bien de la population. Ce qui a fait la réussite des 3 années de pouvoir de Thomas Sankara, les 3 premières années, ce qui a fait accélérer une réussite, c'est que cet homme n'était pas dans des calculs de maintien de pouvoir quelconque. Il a travaillé de façon sereine, de façon énergétique. Peut-être favorisé par cet environnement du régime d'exception aussi. Oui, peut-être, mais toujours est-il que là, on n'avait pas une espèce d'échéance qui arrivait et qui faisait qu'il était limité dans sa visibilité ou dans la mise en application de ses actions. Donc, quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est l'action qui devrait pouvoir permettre la réélection d'un politique. Ce n'est pas, le jeu de faux ou de mensonges qui permet la réélection d'un politique. Malheureusement, dans nos pays, c'est ce jeu de faux et de mensonges parce que continuellement, le discours politique
est complètement distendu par rapport à l'action politique. Là, on revient à l'éternel problème de notre système de gouvernance, parce qu'encore une fois, le politique prêche le faux parce qu'il a en face des électeurs qui ne savent pas forcément lire entre les lignes et qui y croient. Tout à fait. Qui ne sanctionnent pas par l'action. Oui, je crois qu'effectivement, le pays a un grand besoin donc, de conceptualiser son système politique, un appareil idéologique et les liens entre cet appareil idéologique et l'action des acteurs tous les jours. C'est un besoin réel, mais je crois que nous sommes ici dans l'urgence. Et le discours du Premier ministre le démontre très bien. Les 5 axes, quand vous les voyez, c'est des axes sur lesquels il nous faut trouver des solutions rapidement. OK. Moi, donc, ça m'oblige à réfléchir à l'opérationnalisation. Et parce que aux obstacles. La question, c'est justement, est-ce qu'il a les coups des franges? Voilà. Voilà. C'est bien ça. Et donc, les obstacles éventuels au Premier ministre dans la lancée qu'il vient d'adopter. Et dans cette lancée, les obstacles qu'il pourrait avoir, malheureusement, c'est encore la classe politique. Aussi bien la majorité au pouvoir que l'opposition. J'explique pourquoi. Vous avez la classe politique au pouvoir, la majorité au pouvoir, qui pense devoir développer un discours d'autosatisfaction en disant tout va bien, ça marche. On l'a vu d'ailleurs à la conférence de presse du parti récemment sur le bilan de 5 ans. Quand on écoute le ministre des Infrastructures, mais c'est comme si nous étions dans un paradis ici et tout va bien. Donc, il faut qu'il arrive à convaincre le parti au pouvoir qu'il faut avoir les yeux en face des trous maintenant. D'abord, réaliser qu'il y a une situation alarmante et qu'il faut changer de posture. Ce n'est pas une mince affaire. Quand on connaît l'histoire du parti, quand on connaît la composition sociologique du parti, etc., c'est un travail qu'il va falloir réaliser. Mais même l'opposition, contrairement à ce qu'on peut penser, dans un premier temps, il y a eu beaucoup d'appels à la réconciliation. Aussi bien certaines composantes de l'opposition, ceux de l'ancienne majorité, CDP, NAFA et ADF, RDA, mais dans un premier temps, même le CFOP a fait des interventions, des communications sur la réconciliation. Mais vous avez bien constaté que depuis au moins 2 ans, cette question à peu près est passée un peu à un autre plan chez eux. Pourquoi? Parce que d'abord en face, il y a eu un déni. On refuse donc toute question de revenir. Parce que pour la majorité au pouvoir, cette réconciliation, y compris sa dimension de dialogue politique, inclut un lâcher de pouvoir. Ils vont perdre une partie de leur pouvoir parce que si on fait la moindre rencontre de réconciliation, les gens vont dire oui, il faut intégrer d'autres forces, il faut une ouverture politique. Donc, il y en a qui vont perdre leur position. C'est vrai que dès l'avènement de ce pouvoir, le risque pour le pouvoir à l'époque, c'est aussi pouvoir contenter ceux qui se réclamaient insurgés aussi, ce qui faisait qu'il était difficile d'ouvrir ce dialogue. Mais même aujourd'hui, l'opposition n'a pas intérêt même, au plan primaire, à cela parce que, par calcul politicien, ils préfèrent maintenant, y compris le CDP, capitaliser les erreurs et les faiblesses de la gouvernance actuelle pour l'élection. Là, on réfléchit encore élection, on est toujours dans... Exactement. Si aujourd'hui on fait une grande messe, on dit, bon, écoutez, ça va tellement mal qu'il faut laisser tomber les clivages politiques, il faut créer un gouvernement d'union nationale, par exemple. Ça veut dire que l'opposition va endosser le bilan de responsabilité. Exactement. Ce qui ne l'arrange pas forcément d'un point de vue du calcul électoraliste. Donc, ce n'est pas seulement dans la majorité que le Premier ministre aura du mal à convaincre, mais il faut encore convaincre aussi dans l'opposition. Et malheureusement, comme on a un système politique à dominance partisane, ça veut dire qu'il est obligé de faire recours aux partis politiques et de les convaincre avant de pouvoir imposer la vision qu'il vient de nous donner avec ces discours. Et c'est là toute la difficulté, la dimension partisane des choses, a commencé déjà par la majorité. Le défi pour le Premier ministre, c'est déjà de convaincre dans son propre camp de cette nouvelle dynamique à enclencher, qui est que dans les discours, il doit falloir désormais avoir un discours dans la façon de communiquer envers le vis-à-vis, envers le peuple. C'est aussi ce devoir de vérité déjà, ce changement à l'interne, avant de parler de l'opposition et des autres composantes. Mais ce n'est pas le prix le plus cher à payer, puisqu'il capitalise surtout
la recette est intéressante pour ceux qui sont au pouvoir, que la paix revienne, que les choses se tassent et que les choses avancent. On a à l'interne, au sein de cette majorité, des acteurs qui ont une certaine pratique, des habitudes. Et visiblement, ça va être difficile à changer. Mais le fond du discours du Premier ministre, c'est d'appeler chacun à un sursaut. Ça veut dire que là où tu es, il faut faire un effort pour aller plus haut. Alors, le discours partisan tel qu'il était, on oublie assez souvent qu'il n'y a pas comme oreille que l'oreille de celui qui est en face de votre opposant politique. Vous, quand vous êtes du MPP, vous n'êtes pas en train de répondre aux militants de l'UPC uniquement. Vous êtes en train de parler en prenant le peuple à témoin et qui juge de votre sérieux, de la véracité de ce que vous dites, du réalisme de ce qui est. Et personnellement, je pense qu'il faudra que tous les acteurs l'intègrent. La preuve, c'est que pendant 27 ans, on avait pensé qu'il y avait une unanimité, il y avait même une peur qui faisait qu'on ne pouvait pas sortir des limites. Le peuple qui regarde, qui s'est fait son opinion, a cassé les limites. Alors, je pense que c'est ce qu'il faut intégrer et ça ne sera pas cher à payer pour les partisans au pouvoir de savoir que le Premier ministre, s'il échoue, tout le projet MPP aurait échoué. Et les conditions de sa réussite, si ça réside dans un peu plus d'humilité, un peu plus d'ouverture, mais surtout pour moi, le plus important, c'est d'amener le politique au Burkina à aller un peu plus haut. En tout cas, qu'il s'élève dans ses visions, dans ses réalisations. Et on le rappelait la dernière fois sur ce plateau, tous ceux qui se prévalent de leur excellence dans l'exercice du pouvoir, c'est quand ils arrivent au pouvoir. Alors, c'est l'exercice du pouvoir qui vous donne les résultats. Voilà, donc l'un dans l'autre, je pense qu'il s'agira de savoir le faire. Et je pense qu'il y a deux pistes. Soit on manœuvre bien au niveau politique, on se met autour d'une table, on arrête des choses, on le fait, soit on communique bien. Et je pense que le plus simple, c'est de bien communiquer, parce que vous n'allez pas entrer dans chaque chapelle et revoir les lignes politiques de chaque parti. Le chef de l'exécutif qui échoue et c'est tout le pouvoir qui échoue. Mais il y a un axe sur lequel l'échec de l'exécutif ou du Premier ministre, c'est l'échec de tout le Burkina. C'est notamment la question sécuritaire, Lionel. Là aussi, il a pris des engagements, faire en sorte effectivement qu'à ce niveau, le Burkina engrange des victoires et retrouve la paix. Oui, mais cet engagement existait bien avant lui. Hein. Je pense que c'est un engagement, c'est du réchauffé. Maintenant, comme on l'a dit ici, c'est dans la phase opérationnelle qu'on va voir comment cela va être. Mais j'ai bien aimé comment il a décliné cet axe, par exemple, en disant qu'il faut que cette sécurité-là soit portée aussi par l'ensemble des populations, où qu'il soit. Je pense qu'une fois qu'on intègre cette donne-là, on arrive à gérer cette question sécuritaire-là. Et également, il dépeint la question sécuritaire par la décentralisation, l'accélération de la décentralisation du pouvoir d'État. Remettre l'État là où, dans les zones désertiques d'ailleurs, là où l'État était absent parce que les populations de ces zones, ne se sentant pas forcément burkinabés ou se sentant abandonnées, allaient facilement tomber dans les mains de n'importe quel kidam qui venait d'ailleurs pour les enrôler. Donc du coup, je pense qu'il a la bonne stratégie, la bonne méthode. Maintenant, reste à la mise en application de cette méthode-là. En tout cas, il parle de mettre en œuvre tout, avec diligence, hein, notamment la loi de programmation militaire quinquennale 2019-2023 pour renforcer les moyens logistiques et matériels de nos FDS. Mais il parle aussi effectivement d'améliorer le maillage du territoire en service de sécurité opérationnelle à travers le renforcement des effectifs des FDS. C'est ça aussi, c'est des engagements fermes qu'il prend. Il a parlé justement il remercie l'Assemblée d'avoir entériné l'augmentation substantielle du budget pour l'exercice 2019 consacré à la défense et à la sécurité. Mais il parle aussi de renforcer la coopération militaire sous-régionale. Mais c'est également cette collaboration entre forces armées nationales et forces de sécurité intérieure avec les populations en mettant en place une stratégie adaptée à cet effet. Mais il estime que toutes ces actions vont intégrer des recommandations que l'Assemblée nationale a faites sur cette question sécuritaire, justement. Oui, c'est ce que je disais. Le Premier ministre, moi, je pense qu'il est animé de bonnes intentions, mais il a beaucoup d'obstacles devant lui, ceux dont on a parlé liés à la classe politique, mais aussi, même dans
l'ingénierie donc des propositions, des politiques publiques qu'il devrait faire, il va avoir beaucoup de contraintes. Hein. Le dialogue social, il veut bien avoir un nouveau management avec les cadres qui vont se réunir, etc. Mais pour la question de la sécurité, la défense, hein, le budget augmenté, etc., la loi de programmation, hein, que je connais assez bien pour avoir été auditionné à l'Assemblée nationale sur ça, je crois qu'il va falloir la prise de conscience de la situation doit aller au-delà des propositions qui sont là à l'heure actuelle. Il nous aurait fallu un budget de l'État totalement orienté sécurité en réalité. Parce que là, on voit l'allocation budgétaire à la défense et à la sécurité. Donc, ça peut être plus ou moins suffisant. Mais qu'est-ce qu'il en est si la défense essaie de faire un travail sectoriellement, tandis que les autres départements continuent à agir comme s'il n'y avait pas l'insécurité? Donc, il aurait fallu repenser entièrement un budget de l'État où l'action sociale réoriente pour la question sécuritaire, exactement, pour que ça soit transversal. Il intègre la donne sécuritaire dans son action départementale, de son département ministériel. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas fait. On pense que non, les autres, on va se coucher le soir, et puis les militaires, écoutez, ils n'ont qu'à se débrouiller pour nous... Ils ont leur budget. Voilà, ils n'ont qu'à se débrouiller pour nous ramener la paix. On a dépassé ces moments-là. Donc, la prise de conscience, je pense qu'elle est déjà initiée dans le discours de politique générale, mais pour aller plus loin, il va lui falloir casser des habitudes. Et c'est là où c'est un autre jeu d'obstacles. Est-ce que le Premier ministre aura la force suffisante, à la fois politique et managériale, de sauter tous ces obstacles-là? Moi, je ne sais pas, connaissant un peu comment les gens fonctionnent, chacun tire la ficelle de son côté, veut réaliser suffisamment un pactole pour se mettre à l'abri, lui et son petit groupe. Est-ce qu'il va réussir à régler tout ça dans le délai, enfin, qui n'existe même pas, étant donné la prééminence des problèmes que nous avons, les attaques qui encerclent le pays, qui avancent vers la capitale, etc. Est-ce qu'on aura même le temps de régler ces questions-là? Alors ça reste un enjeu majeur, cette question sécuritaire, et comme il l'a dit, avoir une vision transversale de la sécurité, des questions sécuritaires, pas laisser seulement au seul ministère de la Défense ou de la Sécurité, mais faire en sorte qu'au niveau du ministère de l'Économie, on intègre cette dimension sécuritaire, parce que les affaires, s'il n'y a pas de sécurité, on ne peut pas faire les affaires, etc. C'est aussi ça. Parce que on peut pas percevoir le secteur de la culture aussi, comment on intègre tous ces aspects. Personnellement, je vais dans le même sens en disant que c'était peut-être les deux axes pour lesquels il fallait faire converger toutes les actions. La sécurité et la cohésion sociale. C'est les axes majeurs. Et dans les deux, on a la préservation de notre entité, de notre souveraineté, et on a la construction de notre vivre ensemble, et même des projections sur un siècle au besoin. À part les deux... Et c'est deux aspects qui peuvent réunir les Burkinabés. Je pense que absolument, sur ces questions, on n'a même pas le choix. C'est au-delà du politique, c'est au-delà d'un mandat. Et c'est pourquoi je dis que tous les autres acteurs, on a parlé certainement de la société civile, de l'opposition, des partis au pouvoir, mais il faut parler aussi des intellectuels. Le tout n'est pas que des plateaux, le tout n'est pas que des forats. Il y a quelque chose à sortir de notre anthropologie peut-être, de notre sociologie, de notre histoire. Il y a des choses, il n'appartient pas aux musiciens qui ont eu la chance d'avoir les mains agiles, la bonne oreille, de venir dans le profond de sa musique nous faire bouger et faire en sorte que toutes les nationalités se sentent frères et sœurs au Burkina. Il y a que le travail de l'intellectuel fasse ressortir ce que tout le monde ne pouvait pas savoir. On ne peut pas tous être spécialistes de la sociologie ou de notre histoire, ainsi de suite. Ils ont un travail de contribution à faire. Vous découvrez souvent par surprise un spécialiste de l'université, mais qui est connu beaucoup plus à l'extérieur qu'ici. Quelle est sa contribution? Je pense que l'appel du Premier ministre va dans... Exactement. Et l'avantage de la révolution, par exemple, de toutes les révolutions, avec le pan de la propagande, mais vous sortez tout, que vous soyez sur un terrain de football. Ça mobilise tout. Et nous sommes dans cette étape de notre histoire, nous sommes dans ces mêmes moments-là, où il faut solliciter toutes les ressources du pays pour pouvoir aller de l'avant.
Oui, Lionel, parler de sécurité partout, dans nos universités au niveau de l'enseignement, mais aussi au niveau du département du commerce, des finances, etc. C'est aussi cela. Oui, après, ce n'est pas une question de discours. Moi, je ne crois pas qu'il faut non plus tomber dans la psychose du tout sécuritaire. Voilà, du tout sécuritaire. Après, on a une vie. Et je pense tout simplement qu'il faut mettre en stratégie tout ce que nous avons pour réussir cette question sécuritaire. Mais elle est, pour moi, d'abord primordiale et d'abord militaire. Par contre, je suis d'accord avec Chaka, puisque l'État doit être présent partout. Et si l'État doit être présent partout, le ministère de l'économie doit être présent à Dori, l'éducation nationale doit être présent à Gueljodi, l'éducation, etc. Toutes ces entités-là devraient mettre la sécurité, intégrer la sécurité dans leur action de développement et dans leur budget annuel. Par contre, je pense que c'est une action d'abord militaire, mais c'est une action aussi politique. Parce qu'il faut dire quand même que tous les pays au monde ont une stratégie face au terrorisme. Il y a la stratégie forte qui est l'action militaire. Il y a une autre stratégie qui est le renseignement et la recherche sur les méthodologies et les méthodes appliquées de ce terrorisme-là. J'espère qu'au Burkina, nous avons cette entité stratégique-là de réflexion pour suivre justement l'évolution de la dimension sécuritaire. Parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se pose la question à savoir pourquoi on nous frappe et qui nous frappe, comment on nous frappe. Parce qu'à chaque fois, on subit et ces questions-là, on ne les a pas encore répondues. Peut-être qu'en plus de l'action forte militaire qui est nécessaire pour retrouver l'intégralité de notre territoire, il y a l'action stratégique qui permettrait peut-être de comprendre au mieux cet événement nouveau que nous ne connaissions pas avant et de mieux juguler cette crise-là. Ensuite, peut-être aussi la question de la réconciliation du Premier ministre n'est pas une réconciliation, ce n'est pas un droit d'éponger les péchés de qui que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre. C'est un droit d'union nationale. Que tu aies été coupable de faits sur le territoire national récent ou pas, il appelle à l'unité pour défendre le primordial. Et le primordial pour nous étant justement la sécurité dans cette situation de crise sécuritaire au Burkina Faso. Et puis cette question de réconciliation, nous allons réussir cette question que si nous nous posons... Moi, je me demande, réconciliation par rapport à qui et par rapport à quand? Si on parle de la réconciliation par rapport à l'insurrection à côté, on a tout raté. Parce qu'il y a des crises profondes qui ont marqué le Burkina bien avant cette insurrection-là et des injustices flagrantes. Est-ce que cette réconciliation tiendra compte de cette date éloignée-là jusqu'aujourd'hui, ou est-ce qu'on ne parle que justement de l'histoire récente que nous avons vécue? Peut-être qu'il faut commencer par quelque part, mais déjà sur la question sécuritaire, effectivement, et là, sa petite stratégie pour faire en sorte que ces enfants, c'est quand même plus d'un millier d'écoles aujourd'hui fermées, et là, sa petite stratégie pour faire en sorte que les enfants issus de ces zones-là puissent être scolarisés, poursuivre leur scolarité normalement. On attend de voir concrètement ce que ça va donner dans les jours à venir. Un dernier volet, notre axe, c'est la volonté de dynamiser l'économie nationale. C'est vrai que derrière, il parle de valoriser encore le capital humain. On a vu sur le micro-trottoir ces jeunes qui attendent beaucoup, qui pensent qu'on ne fait rien pour la jeunesse. Ils parlent encore de capital humain, mais au-delà, c'est cette volonté de redynamiser l'économie nationale. C'est vrai que depuis l'insurrection, on parle de relance économique qui ne vient pas malheureusement. Oui, tout à fait. C'est vrai que le Premier ministre est obligé, pour avoir une réflexion cohérente, d'inscrire cette dimension économique. Mais ici, je crains que toute la stratégie de remise en état ne soit prise en otage par les deux grandes questions de la sécurité et de la cohésion, malheureusement. Parce que l'économie est une science, est une activité qui est tributaire d'un environnement apaisé et de dynamiques qui fonctionnent bien. Bon, si cela n'est pas le cas, vous ne pouvez pas aller... vous avez un marché de construction dans les collectivités, vous ne pouvez pas vous rendre au nord parce qu'il y a l'insécurité, donc vous perdez une partie forcément. Donc je pense que, à mon avis, il y avait une nécessité de réorienter tout le fonctionnement de l'État et de la société vers les grandes questions, dans l'urgence, peut-être pour un temps bien précis, afin de ramener les grands équilibres avant de penser à ces questions économiques-là. Heureusement, il a un peu parlé de la décentralisation, qui, à mon sens, est un des piliers essentiels de la résolution de la question sécuritaire aussi.
Parce que quand on fait l'analyse de pourquoi il y a eu cette levée des boucliers de la part de certaines régions du pays, mais on constate donc cette mise à l'écart de ces zones-là, du point de vue de tout ce qui est étatique. On appelle ça dans l'analyse sécuritaire les zones grises, c'est-à-dire des zones où l'autorité de l'État a du mal à s'imposer et où prolifèrent toutes sortes d'activités criminelles. Et quand vous regardez le Nord aujourd'hui, c'est ça. Donc il nous faut une réflexion plus stratégique qui peut certainement aboutir au relèvement de l'économie. Bon, qui est une question, je pense, assez facile pour les experts, mais qui est aujourd'hui conditionnée par la question sécuritaire. On ne réfléchit pas suffisamment en réalité sur cette question. Regardez le processus. Les choses sont parties de l'Algérie, 92, etc. L'Algérie, au bout de 10 ans, a réussi à régler la question, à refourguer le terrorisme aux pays plus au sud. Mali, Niger, pendant 10 ans également, était très frappé. En 2016, le Mali était en avance sur le nombre des attaques. En 2017, ça s'est équilibré. Et en 2018, nous sommes passés devant le Mali. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas une sorte de recyclage du terrorisme vers les pays qui sont les moins préparés à résister? La Mauritanie a réglé son... Ça veut dire qu'on n'anticipe Mais pas bien au sûr, niveau de ce pays. la Mauritanie a réglé son problème depuis 2011. Le Tchad, à peu près, ça va. Il restait les 3 au centre. Le Mali et le Niger étaient beaucoup plus frappés. Aujourd'hui, vous n'entendez pas grand-chose sur le Niger. Un peu moins au Mali, et c'est surtout au Burkina que ça se passe. Donc pourquoi est-ce que c'est nous qui sommes dans l'œil du cyclone? Qu'est-ce qui présente et explique notre fragilité au terrorisme? Mais ces réflexions ne sont pas menées parce que justement le politique prend les choses en otage, estime que seuls eux ont le monopole de la réflexion, ils sauront bien trouver les solutions. Il y en a qui vous disent, ne parlez pas de tout ça sur les médias, etc. Faites confiance aux autorités compétentes. Voilà ce qu'on nous dit. Compétentes, et les choses sont en train de se dégrader. Du coup, le politique fait le monopole de la vie de l'État. Ok, c'est son droit le plus absolu. Mais en même temps, il faut accepter que les choses aillent un peu aussi dans le sens où elles vont. Voilà, l'action militaire, mais aussi production de réflexion, d'idées, mais qui doit être ouverte à l'ensemble des Burkinabés, pas seulement les politiques. Mais je reviens à cette question économique pour terminer justement. L'économie qui est à redynamiser, il a reconnu, il faut redynamiser, ça veut dire que ça ne va pas, il le reconnaît. Mais comment le faire dans ce contexte-là où les priorités semblent ailleurs, où des douaniers sont tués, qui sont censés mobiliser les ressources, ça c'est difficile. On n'a même pas le choix, parce qu'on ne peut pas se décider dans un pays de ne faire que la cohésion et la sécurité. Il faut vivre. L'activité économique est une activité sociale. Il y aura toujours ce qu'on cherche, autant on le fera pour notre propre sécurité, il faut le faire pour l'économie. Je pense que le programme du président, comme il le disait, il a bien introduit son discours. Son discours est dans la suite logique du programme du président, formaté dans le PNDS et dont il vient assurer la continuité. Ce PNDS a fait l'analyse et a fait ses orientations. Maintenant, il y a des accidents de parcours comme les agressions, la question sécuritaire. Il faut, comme Siaka l'a bien dit, il faut intégrer ces questions-là de manière transversale. Et c'est un point essentiel parce que la satisfaction et l'insatisfaction des citoyens se ressentent surtout à l'activité économique. Voilà, Lionel Bilgo, pour terminer justement sur cette question de redynamisation de l'économie. Mais il le faut, c'est une nécessité impérieuse parce qu'il faut continuer à créer de la richesse pour pouvoir faire face aussi aux problèmes sécuritaires. Oui, oui, tout à fait. Mais de toute façon, la morosité de l'économie nationale va aussi du fait de l'insécurité qu'il y a, comme l'a dit Siaka, et de la situation que nous traversons aussi aujourd'hui. Et la redynamisation de l'économie, de mon point de vue, ira aussi de plus belle avec justement cet assainissement de l'administration publique burkinabé, pour qu'on ait une administration productive, une administration proactive et réactive, permettant justement au secteur privé d'investir sereinement et de trouver un environnement économique beaucoup plus dynamique. Sans quoi, on a beau faire des discours sur la redynamisation de l'économie, s'il y a des fuites et des détournements de fonds, ou en tout cas l'investisseur qui vient au Burkina, il doit payer des pots de vin en dessous de la Manche à tel fonctionnaire ou à tel autre fonctionnaire juste pour avoir des documents légaux,
c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a une moralisation de l'administration publique. Il y a aussi à poursuivre ce travail d'assainissement du système administratif public pour que l'environnement soit propice à une dynamisation de l'économie nationale. Et je crois aussi qu'il faut qu'on apprenne dans notre pays à créer ou à fabriquer des opérateurs économiques et surtout à fabriquer des opérateurs économiques nationaux. Ça, c'est très important. L'opérateur économique burkinabé est en voie de disparition. C'est une espèce en voie de disparition, je l'ai souvent dit. Il faut créer les conditions pour que les entrepreneurs burkinabés puissent avoir beaucoup plus d'engouement à développer leur activité parce que c'est eux qui vont absorber en moyenne le taux de chômage, les chômeurs au Burkina, mais également c'est eux qui vont sédentariser le capital en local. Les multinationales qui viennent, ils travaillent et l'intégralité du capital, presque tout, sauf le taux de chômage qui est réduit, est réinvesti ou rapatrié ailleurs. Alors qu'il faut créer un bassin d'opérateurs économiques nationaux, leur donner les moyens de se développer pour absorber au maximum les chômeurs au Burkina Faso. Ça suppose peut-être moins de pression fiscale aussi, un environnement qui va avec. Malheureusement, ici, les gens ont créé des entreprises parce qu'on n'a pas pu trouver des postes ailleurs parfois, et c'est bien dommage, notamment au niveau de la jeunesse. Oui, mais c'est l'assainissement aussi du système administratif. Soit on crée des entreprises parce qu'on n'a pas pu trouver des postes ailleurs, mais ceux qui font ça, ils n'ont pas d'une durée de vie longue. D'accord. Alors, il faut donc refonder l'administration publique burkinabé pour permettre à ce secteur privé d'être plus dynamique. C'est important. Merci d'être venu sur ce plateau spécial qui s'achève. On était avec Idrissa Ouedraogo, vous êtes expert en communication. Merci d'être passé. Merci. Avec nous également Siaka Koulibaly, analyste politique. Merci. Et Lionel Bilgo, analyste politique. Merci encore. C'est la fin de ce 13h spécial. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.